Vous êtes le délégué RTE Sud-Ouest, c'est-à-dire que vous faites à la fois, alors je ne vais pas rentrer dans les problèmes de territoire, mais vous êtes à la fois sur l'Aquitaine, sur le Midi-Pyrénées et sur le Limousin, si j'ai bien compris. Ça fait quasiment 30 ans que vous travaillez dans le domaine de l'énergie et de l'électricité en particulier. Je voulais aussi vous remercier publiquement pour le support et le partenariat que nous avons pour cet événement, qui a été remarquable depuis le début avec votre équipe, M. Beaulieu notamment. Donc, vous avez aussi la même punition, 9-10 minutes. RTE, c'est l'interconnexion par excellence, comment ça fonctionne et comment vous pouvez à la fois voir la dimension européenne comme un marché potentiel et une source d'efficacité énergétique en quelque sorte. Très bien. Écoutez, merci d'abord de nous accueillir également dans ce lieu magnifique. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir débattre avec vous de ces sujets éminemment importants. Bon, je rappelle en quelques mots d'abord nos missions, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ce qui est possible. Le réseau de transport d'électricité, en fait, a une double mission. La première mission, c'est bien sûr de relier toutes les installations de production d'énergie électrique en France et l'ensemble de l'aval, c'est-à-dire les consommateurs. Sachant qu'un de nos plus gros clients, c'est un cousin germain, on va dire, qui est le distributeur, ERDF, dont nous sommes issus en fait avec la même histoire électrique au sein du groupe EDF. Aujourd'hui, en tant que gestionnaire du réseau de transport, nous sommes neutres, si on peut dire. C'est une de nos missions, c'est d'être garant de l'indépendance en fait vis-à-vis de l'ensemble des producteurs. Donc vous me direz que c'est une mission un peu particulière, puisque c'est vrai que nous sommes aujourd'hui encore filiale du groupe EDF, mais nous avons cette garantie d'indépendance que nous devons notamment vis-à-vis du régulateur, de la Commission de régulation de l'énergie, pour bien sûr ne pas favoriser l'historique qui est dans ce schéma-là, le groupe EDF, au détriment de tous les autres. Donc ça, c'est une mission qui nous incombe. Et la deuxième partie de notre mission, qui est non moins importante, c'est de réaliser à tout moment l'équilibre entre l'offre et la demande. Vous savez tous, et il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle, que l'électricité ne se stocke pas encore, je vais dire. Ce sera peut-être le cas dans les années futures. Pour le moment, ce n'est encore vraiment pas le cas. Et donc, ça veut dire que l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est quelque chose d'éminemment important pour assurer finalement la continuité à tout moment aux quatre coins du territoire et au-delà. Donc, vous avez parlé de l'Europe, et l'Europe, c'est vraiment le sujet qui nous préoccupe en ce moment. Mais je commencerai d'abord par ce qui bouleverse profondément le paysage et qui va le bouleverser, c'est cette fameuse transition énergétique. Puisque si on se replonge dans le passé, on va dire qu'on avait un schéma quand même s'il était dynamique, relativement stable sur le plan électrique, puisqu'on avait, pour la partie française en tout cas, une production d'énergie nucléaire majoritaire et de l'énergie hydroélectrique et thermique, bien sûr, qui venait compléter le dispositif. Et donc tout ça de manière très stable et qui progressait, et avec le temps, pour les gestionnaires de réseaux de transport, de s'adapter. Aujourd'hui, la situation est vraiment en train d'évoluer, on va dire très très vite, puisque le développement des énergies renouvelables, que ce soit bien sûr le photovoltaïque et l'éolien, la biomasse, enfin toutes les énergies renouvelables vont petit à petit effectivement grignoter des parts de marché sur l'énergie nucléaire. Et quelles que soient, je dirais, les ambitions d'ailleurs qui résultent du projet de loi, on sait que c'est quelque chose vers lequel on va. Alors pour s'adapter à ça, c'est un petit peu moins facile pour nous, puisqu'effectivement, on est sur des énergies qui, comme leur nom l'indique, sont alternatives. Le photovoltaïque, c'est clairement plus facile à gérer quand il y a du soleil et l'éolien quand il y a du vent. C'est la palissade, mais c'est une réalité. Et ça veut dire aussi que quelqu'un qui est chargé, comme nous le sommes, d'équilibrer l'offre et la demande, il doit s'adapter de manière beaucoup plus rapide à toutes ces évolutions-là. Donc ça, c'est un changement déjà de décor sur lequel nous devons regarder les choses. Alors maintenant, si on le regarde à la maille européenne, parce qu'effectivement, on peut le regarder à la maille franco-française, on peut le regarder à une maille plus large qui est la maille de l'Europe. On a des politiques énergétiques qui ne sont pas forcément aujourd'hui complètement calées. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas de politique énergétique à l'échelle de l'Europe. On peut se dire que c'est peut-être quelque chose vers lequel il faut rapidement aller si on veut se développer, mais en tout cas, le constat est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et que l'Allemagne a déployé un certain nombre de développements d'énergie renouvelable, a une politique par rapport à la sortie du nucléaire. L'Espagne a aussi une politique assez forte en matière de déploiement des énergies renouvelables, et la France rentre dans ce mode-là.
Donc plusieurs schémas possibles. Soit on reste dans un mode franco-français et on se dit comment on gère cette fameuse transition énergétique, soit on la regarde à une maille beaucoup plus large qui est la complémentarité finalement entre les États de l'Union européenne. Et c'est à cette échelle-là finalement qu'on va trouver des solutions qui seront peut-être beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre si on les regarde uniquement à la maille du territoire. Pourquoi ? Parce que simplement on aura des énergies qui à un moment donné seront disponibles en Allemagne et pas forcément en France ou en Espagne, et je ne parle pas bien sûr de tous les autres pays qui sont concernés également, l'Italie, la Grande-Bretagne, et réciproquement. Donc on aura forcément cet aspect non seulement de solidarité, mais je dirais même de complémentarité qui va permettre de trouver des solutions qui sont des solutions éminemment économiques, c'est-à-dire que toutes les difficultés dans lesquelles le pays et les pays de l'Union aujourd'hui se trouvent par rapport à la situation économique ne trouveront évidemment une solution qu'à partir du moment où l'énergie sera au rendez-vous, puisque tous les systèmes finalement qui vont se développer auront besoin d'une manière ou d'une autre d'énergie. Et l'énergie électrique, forcément, fait bonne figure dans le tableau. Donc il va falloir que de toute façon, ce qu'on a commencé à faire au niveau européen, c'est-à-dire travailler entre l'ensemble des États pour avoir finalement un meilleur équilibre entre l'offre et la demande à cette échelle-là, continue à progresser. Ça, c'est notre conviction profonde. On y travaille assidûment. On a déjà, bien sûr, des associations entre les gestionnaires de réseau qui travaillent ensemble. Et on continue à œuvrer dans cette direction-là. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, on s'adapte, bien sûr, à des ambitions qui sont des ambitions également nationales. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des schémas régionaux climat, air, énergie qui sont déployés à la maille de chacune des régions et qui finalement affichent les ambitions de chaque région au niveau du territoire sur le déploiement de ces énergies renouvelables. Donc ça, c'est notre assise sur laquelle nous conduisons nos travaux, puisque notre objectif, c'est bien sûr de développer des réseaux, de les adapter, comme je l'ai dit, mais c'est en même temps de nous projeter un peu loin devant pour regarder à anticiper au maximum l'arrivée de ces énergies renouvelables. Il nous faut pour ça des modèles. L'ambition de chacune des régions en est une, donc les fameux SRCAE, les schémas climat-air-énergie, sont cette base-là sur laquelle nous fondons nos travaux. Alors bien sûr, il y a un jeu d'hypothèses qui va avec. Il y a forcément différents modèles qui combinent un déploiement plus ou moins rapide des énergies renouvelables, une stagnation, voire une régression de la part de l'énergie nucléaire. Nous sommes obligés d'envisager tous ces scénarios pour pouvoir trouver des réponses adaptées à tout moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va se rater sur ce schéma-là, parce que si on se rate sur cette arrivée des énergies renouvelables, on aura forcément à un moment donné des problèmes au plan de l'équilibre. Et si on n'accompagne pas cette transition énergétique, on va dire que c'est l'ensemble des acteurs qui vont s'en trouver pénalisés. Donc on a un impératif, c'est une exigence forte, c'est très compliqué aujourd'hui, et ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est irréalisable, je dirais même c'est complexe, plus que compliqué, et donc on a pour nous une bonne ambition de pouvoir accompagner ces schémas et d'y arriver, et surtout d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques, puisqu'on ne fait pas ça simplement pour le plaisir de faire des travaux d'ingénieur, on fait ça parce que l'ensemble des activités économiques le demandent et le demanderont encore plus demain. Et je pense avoir gagné peut-être encore un peu de temps par rapport au temps qui m'était alloué. Donc je vous le restitue bien volontiers. Merci beaucoup, mais je vous le rendrai par la suite. Merci infiniment. Ce que je retiens, donc, c'est évidemment cette orientation très européenne de votre industrie, en quelque sorte, puisque vous avez besoin de vous connecter et que toutes les interconnexions avec les pays seront utiles pour le futur, pour cette gestion de l'électricité. Et on va passer, alors je reviendrai ensuite, vous dites qu'il n'y a pas de politique énergétique au niveau européen. Madame Lapérouse avait mentionné le président Juncker. Je crois qu'avec la nouvelle commission, alors le côté positif, c'est en théorie, nous avons 3 commissaires en charge des questions d'énergie, puisque nous avons le vice-président Timmermans, qui a obtenu par l'action du Parlement européen d'avoir le développement durable dans son portefeuille. Nous avons également le vice-président slovaque qui est en charge de l'Union de l'énergie, et nous avons également le commissaire espagnol qui est en charge du changement climatique. Donc ça risque de poser des problèmes je dirais de proximité et de délimitation de compétences, mais le président Juncker doit savoir ce qu'il fait. Donc il est fort probable que c'est un des 3 thèmes
que la présidence de Juncker mettra en œuvre. C'est quasiment évident, c'est la défense, c'est l'énergie et c'est éventuellement la fiscalité, sans forcément avoir des chances de succès pour les trois secteurs. Je vais passer la parole